sommes avec l'investisseur, le conférencier, connu au-delà de nos frontières au Cameroun, influenceur web, Monsieur Philippe Simo, qui vous donne un grand rendez-vous avec Orange Cameroun le 16 mai prochain au Palais Polyvalent des Sports. Mais pour l'instant, nous avons l'honneur, une fois de plus et pas de trop, de recevoir ce grand homme. Monsieur Philippe Simo dans ce studio, bienvenue encore une fois de plus. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est un plaisir à chaque fois de vous recevoir ici. Alors, la dernière fois on se sépare avec ces mots des jeunes qui sont très nombreux, qui rêvent des partis, qui sont partis, et pendant que d'autres sont sur le territoire canadien, je le dis parce que les gens l'ont baptisé la 11e province. Tout à fait. La 11e province, pour dire combien les Camerounais, les jeunes Camerounais, dans leur immense majorité, ne rêvent que partir. Face pour certains au grand désespoir qui vivent au 237. Pour d'autres, suite aux différents échecs des business entrepris ici, ils ont l'impression que c'est mieux de se rendre de l'autre côté pour espérer avoir une vie paisible et peut-être une vieillesse assurée. Oui. Que dites-vous face à cette situation? Alors, déjà, je pense qu'il faut bien comprendre le projet de vie. L'Europe, l'Occident est déjà entièrement construite. Hein. Il n'y a plus grand-chose à faire là-bas. Il n'y a pas des problèmes de route, des problèmes de tracasseries, comme quand on va au village à 10 km, on fait des heures de route. Je vous dis d'emblée ce que je comprends dans ce que vous dites là. Ça veut dire que là-bas, on s'assoit tranquillement, on mange. Oui, parce que l'Europe et l'Occident, c'est fait pour des consommateurs. Ce sont des pays de consommation. Ce n'est pas des pays de bâtisseurs. L'Afrique, c'est pour des bâtisseurs. Et je pense qu'il faut faire un choix. Soit on dit qu'on veut être un consommateur, et à ce moment, l'Occident, c'est l'endroit idéal. On va consommer, on ne va rien bâtir. Ou alors on fait le choix. Il faut avoir de quoi consommer. Le système est fait pour. On vous donne et on vous reprend. On vous donne par la main gauche et par la main droite, on reprend. Okay. Quand vous arrivez au Canada, en quelques semaines, vous avez une carte de crédit qui vous permet de pouvoir vous endetter pour acheter une voiture. Vous imaginez un jeune Camerounais qui a vécu ici pendant X années, il n'a jamais vu de voiture. Il arrive au Canada, on lui dit que... il vient à peine de commencer à travailler. C'est 2 mois, hein. 2 mois, je les vois dans les grosses voitures. Voilà, en quelques semaines, il a une grosse voiture. Il a l'impression de prendre une revanche sur la vie. Exact. Il ne comprend juste pas qu'il vient d'entrer dans un système. Parce que le système est prévu ainsi. Endetter les gens. La société occidentale vit sur l'endettement. Il faut tout faire pour endetter les gens. Parce qu'une fois qu'on vous a endetté, vous allez passer votre vie à rembourser. Donc oui, il y a un côté là où ça peut paraître beau, mais il faut qu'on dise tout le système. C'est un système de consommation, d'endettement. La plupart des gens ne sont propriétaires de rien. Ici au pays, quand quelqu'un a une maison, à 90%, voire 95% des cas, il a financé sa maison. Oui. Il a acheté son terrain, il a construit. 99% des gens, 100% des gens, 99% des gens qui ont des maisons en Europe sont sur des crédits de 25 ans. Donc il faut dire ça aussi aux gens. Donnez-moi 2 secondes s'il vous plaît. Alors stop d'abord ma procédure. Jamais. Stop ma procédure 1 minute. Je On n'a même pas besoin de commencer, tu veux déjà stopper. J'ai ma question, mais poussée. Oui, mais donc l'idée c'est de dire qu'en fait c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Ce qu'on constate justement, c'est que beaucoup de jeunes qui sont allés au Canada, sont allés en France, sont allés... Moi, j'ai une de mes élèves que j'accompagne là, qui était cadre ici chez Price. Elle gagnait très bien sa vie, elle avait ses petits business à côté. Elle est allée au Canada parce qu'elle a eu l'admission au Canada avec ses enfants. Et maintenant, elle veut revenir au Cameroun parce qu'elle ne se sent pas à l'aise au Canada, elle ne voit pas ce qu'elle fait là-bas. Non, en termes même d'argent, elle se rend compte que les opportunités qu'elle avait ici, l'argent qu'elle avait ici, elle ne l'a pas au Canada. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez, quand on est au Canada ou en France ou ailleurs, on est dans un système de bien-être qui fait que même le pauvre en France est beaucoup mieux que le pauvre ici. Ça veut dire que le Canada, c'est pour un type de personnes. Tout à fait. Oui, par contre, quelqu'un qui a un mindset parce que regardez, même quand on va au Canada, c'est facile quand tu es en Occident, facile entre guillemets, bien évidemment, hein, si tu sais gérer l'argent, parce qu'on va parler de la gestion de l'argent. C'est facile quand tu es en Occident et que tu as déjà un certain niveau de revenu, de pouvoir faire un certain type de projet au pays. Mais posez-vous la question, combien de nos confrères qui sont au Canada ou aux États-Unis sont millionnaires là-bas? Très peu. Voilà pourquoi même quand ils reviennent au pays, ils ne peuvent pas attaquer un certain type de projet. Parce que même leurs épargnes qu'ils ont pu faire là-bas ne leur permettent pas d'acheter un terrain à 100 millions au Cameroun. Combien de nos frères de la diaspora ont 200 000 $ canadiens dans leur compte pour acheter un terrain de 100 millions au Cameroun? Pas beaucoup. Ils sont très peu.
Par contre, il va vivre dans des conditions dans lesquelles il va avoir sa voiture, il va avoir son appartement, il va avoir les photos qu'il va prendre dans la neige, il va te dire que maintenant il va au travail. Oui. La neige dont tu n'as pas accès au Cameroun. Tu n'as pas accès au Cameroun. Okay. Donc, il y a un certain confort de vie, mais qui est un confort de vie accessible à tout le monde. Mais quand il faut parler maintenant de la réalité de la vie en Occident, le stress avec lequel tu vis, la pression du remboursement de crédit et autres, la vérité c'est que c'est un système très difficile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voyager, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut que les gens aient bien conscience de ce qui les attend aussi au Canada ou ailleurs à l'étranger. Le Cameroun, c'est un pays très difficile dans lequel il y a une absence criarde d'infrastructures. Je suis le premier à le dire. Mais c'est un pays dans lequel, quand on se débrouille, on peut devenir riche. On peut devenir très riche au Cameroun. Parce qu'on est dans un pays dans lequel il y a encore des opportunités. Il y a plein d'opportunités. Beaucoup. J'ai un jeune, je vais lui donner un exemple, pardon, Mathieu, tu vas prendre la main. Alors, j'ai un jeune, ma génération, 38 ans, qui a fait 1 an, 8 mois au Canada. Il est bien loin. 1 an, 8 mois au Canada, mais il est retourné ici, il n'a dit plus jamais. Devant moi, il a déchiré son passeport qu'il y avait le visa. Il me dit, je le connais ici, il avait pu bâtir un toit. Il allait espérant mieux. Sauf qu'il est arrivé, ce dont on lui a fait croire, ce n'était pas la réalité qu'il a vécu sur le terrain. Il me dit, je me suis retrouvé entre un enfant de 21 ans, moi, Camille, mais dans les institutions de porter les cartons. Moi, patron aussi. Il avait sa boutique à rendre, il vendait les laptops comme mon collègue. Mais là. important, c'était pas un gens. Il me dit, mais heureusement, je n'ai pas vendu mon fonds de commerce. Il me dit, mais moi, Camille, j'ai tourné mon fonds de commerce dans les 16 millions. J'arrive, on me dit... Il n'a rien à faire au Canada. Il me dit, mais un petit de 21 me dit, mais là, votre carton, j'ai combien? Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'a rien à faire au Canada. Il est rentré, il a dit, mais on vend le rêve aux gens. Je crois que l'expression du grand frère Philippe Simokai dit, le Canada, c'est pour un type de personne, prend tout son sens. C'est pour un profil de personne. Oui. Il y a des jeunes au Cameroun qui gagnaient, et j'avais fait une émission ici à Canal 2 d'ailleurs, qui avait beaucoup choqué quand je disais qu'un jeune qui gagne 1 million de francs CFA, qui est directeur ici, même 600, 700 000, il n'a rien à faire au Canada. Non, j'ai vu des gens partir. Et c'est comme ça qu'ils nous prennent les places de DCF là-bas. On n'arrive pas à composer parce qu'eux, ils sont en train de prendre les places là-bas. Pourtant, ils n'ont rien à y faire. Non, c'est vrai, c'est que vous dites. Mais Camille, on en rit, mais c'est quoi? Je suis choqué là. Ça n'a même pas commencé. Je vous le dis parce que j'ai eu des beaux, c'est-à-dire des sœurs, cousines éloignées avec des maris qui travaillaient au cadre de plus d'un million de salaire. Ils sont partis là-bas. Plus d'1 million. Oui. Mais ils sont redevenus enseignants du primaire. Bien sûr. Dans des conditions... En fait, les gens ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. C'est quand tu as quelqu'un qui n'a rien au Cameroun, c'est-à-dire le Cameroun ne te propose rien, tu n'as pas de perspective, il faut partir. Il n'y a pas de problème, passe. Tu penses que c'est bouché devant toi, il faut partir. Voilà ce que j'attendais. Non, c'est vrai. Quand tu penses que c'est bouché devant toi, il faut partir. Et puis, c'est important de voyager. Moi, je n'aime pas reprocher le voyage. Le voyage a fait de moi l'homme que je suis, donc je pense qu'il faut voyager. J'en parlais en antenne avec Camille quand il m'a annoncé que tu viendrais. Je lui ai dit, c'est la meilleure des connaissances. C'est la meilleure façon d'apprendre. Bien sûr, le voyage. Il faut voyager. Les 2 ou 3 petits pays que j'ai fait. Non, le voyage est indispensable. Et on ne voyage pas assez en Afrique. On ne voyage déjà pas dans nos pays. On ne voyage pas dans les pays voisins. Et donc, encore plus, à fortiori, à l'étranger. C'est quand quelqu'un a vécu à l'étranger, ou même aller en vacances à l'étranger, il peut plus facilement voir si ce style de vie lui correspond. En Europe, pendant les périodes hivernales, le Canada, c'est un pays où il fait très froid. Il faut juste que vous compreniez bien certaines choses basiques. Quand tu te lèves le matin, il fait nuit. C'est-à-dire qu'il fait nuit, ça peut paraître bizarre. Jusqu'à 8-9 heures du matin, il fait nuit. Oui. À partir de 17h, la nuit est déjà de retour. C'est-à-dire que quand tu quittes la maison le matin pour aller au travail, c'est comme si tu quittais la maison à minuit au Cameroun. Il fait nuit. Tu entres dans un bureau, tu ne vois pas la lumière du jour. Tu sors de ce bureau à 18h, il fait encore nuit. Et tu rentres chez toi. Donc, c'est-à-dire, il faut juste que les gens se rendent bien compte, quoi. C'est des conditions de vie qui ne sont pas toujours faciles. Et voilà pourquoi j'ai sorti une phrase qui avait beaucoup parlé aux gens. Nous ne sommes pas venus pour... Parce que moi, je vais au Canada 2-3 fois par an. Et j'aime bien, parce que je donne des formations au Canada. Et donc, je l'ai dit toujours quand je vais là-bas, nous ne sommes pas venus pour vieillir et mourir au Canada. Il ne faut pas oublier ça. On est venus pour faire de l'argent, pour aller développer nos pays et aller trouver... C'est de ça qu'il s'agit. Et faire des investissements là-bas. Donc, et la plupart... Pourquoi est-ce que je suis autant suivi? C'est bien parce que l'idée d'aller investir dans nos pays parle énormément aux gens de la diaspora. Donc oui, pour aller chercher du capital, oui, pour aller chercher un peu d'argent, et ça encore, il faut que tu ne tombes pas dans les pièges du système. Oui, pour aller
prendre un fonds qui va te permettre de pouvoir venir développer quelque chose dans ton pays. Parce que l'endroit là où tu peux encore développer quelque chose qui va aller à un certain stade beaucoup plus simplement, c'est en Afrique. Et ceux qui disent que c'est trop difficile, qu'ils ont essayé en Afrique, qu'ils ont échoué, il faut leur demander, tu as réussi où alors où c'était facile? Belle question quand même. Parce que si c'est difficile au Cameroun, c'est facile au Canada. Tu as lancé un business au Canada et ça a marché là-bas pour dire que les business sont faciles au Canada, ça marche facilement au Canada et c'est difficile au Cameroun. Les business sont difficiles partout. Parce que les gens se plaignent, ceux qui s'en vont, Mathieu, toujours dans la suite, parce qu'ils ont entrepris des projets ici, ils se sont rendus compte que personne de tous ceux qu'ils avaient employés comme collaborateurs n'a pris le projet comme le sien. Mais personne ne doit le faire, c'est son projet à lui. À quel moment tu accouches, tu veux que quelqu'un traite ton enfant comme toi-même? C'est d'abord une conception qu'ils ont qui est fausse. C'est ton projet. Si tu veux que les gens commencent à prendre ton projet comme le leur, donne-leur des parts dans le projet. Mais combien de Camerounais veulent donner des parts dans leur projet? Presque personne. On veut avoir 100%. Donc si tu veux que les gens prennent la chose comme la leur, fais qu'elle devienne leur chose. Donne-leur des parts, même si c'est 5%. Donne-leur des parts. Ils vont se sentir plus concernés par l'activité. Si ce n'est pas le cas, fais comme en Europe. Investis beaucoup dans la surveillance. C'est tout. Investis beaucoup dans la sécurité. Monsieur Simon, qu'est-ce qu'on fait face à une réalité accrue, face à une réalité qui malheureusement saute à l'œil, face à une réalité qui vous aveugle? Je m'arrête sur le système de santé. C'est quelque chose de plus patent que tout le monde peut palper du bout des doigts, où malheureusement, quand vous arrivez dans nos centres hospitaliers, vous devez déposer une caution. Tout à fait. Vous devez faire un certain nombre de sacrifices avant qu'on ne vous prenne en charge. Très bien. Ou vous avez de l'autre côté, on vous dit quand vous arrivez, l'humain est au centre Tout à fait. de l'intérêt. Merci Mathieu. Est-ce que c'est pas ça Qui oblige un certain nombre de personnes à partir? Disons la vérité. Là encore, soyons honnêtes. On peut se parler entre Camerounais ici. Oui, oui. Si on fait un système de santé au Cameroun aujourd'hui, au moment où on parle, à ce moment bien précis, là où on dit que tu viens à l'hôpital, on te soigne avant, que tu payes après. Combien vont payer après? Il faut déjà avoir. Voilà. Donc on va être dans un système dans lequel moi je suis le promoteur d'une clinique. Tout le monde vient se soigner chez moi et après on commence à me dire que ouais mon père, il faut comprendre. On n'a pas l'argent. Même ici, chez nous. Qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, c'est pour ça que je dis, mettons-nous à la place chacun de l'autre. En Occident, il y a une grosse différence avec l'Afrique. C'est que c'est l'État qui a organisé la solidarité. Parce que ça, c'est de la solidarité. Okay. Et c'est l'État qui a organisé ça. Parce que parfois, ça peut arriver que certaines personnes sont soignées et ils n'ont même pas les moyens de payer. Ça peut arriver en Europe aussi. Mais c'est l'État qui paye parce que l'État a organisé la solidarité. En Afrique, l'État n'a pas organisé la solidarité. C'est la famille qui organise la solidarité. Donc quand tu es malade, c'est ton oncle qu'on appelle pour dire que ouais, il y a le petit là qui est malade et fait quelque chose. C'est bien. Il faut juste comprendre les systèmes. En Europe, l'État a organisé la solidarité. Mais pour organiser cette solidarité, l'État taxe. L'État te prend plus de taxes pour que le jour que lui, il est malade, alors que toi, tu n'as rien demandé, c'est l'argent que tu as pris qu'on prend pour le soigner. C'est l'État qui organise la solidarité en Occident. Socialisme. Donc quand on dit que le Canada, qui est un pays dans lequel il y a un fort point social, contrairement aux États-Unis, là où on dit que les gens meurent, aux États-Unis, les gens meurent dans les hôpitaux, c'est parce que dans les pays comme le Canada, comme la France, il y a un système de collecte généralisé. Tout le monde paye pour que les malades, quand ils arrivent à l'hôpital, on puisse les soigner. Pour que quand les enfants aillent à l'hôpital, pour que quand les enfants aillent à l'école, qu'ils n'aient pas à payer l'école, ainsi de suite. C'est de la solidarité organisée par l'État. Maintenant, pourquoi est-ce que les pays africains ne le font pas encore? Parce que dans nos pays africains, je pense qu'il n'y a pas encore la structure de base. Combien de personnes travaillent déjà aujourd'hui dans nos pays de manière formelle? On dit que dans nos pays, l'informel est à plus de 70%. Exact. Donc, ça veut dire que la plus grande majorité... Or, en Europe, l'informel, je ne sais même pas si ça existe à 5%. L'État trace tout le monde. Ah ouais? Donc, bien sûr, tu ne peux pas faire tricher en Europe. Non, l'État trace tout le monde. C'est pour ça qu'on parle parfois de régression fiscale. En Europe, pourquoi est-ce que le policier est prêt à se battre avec toi quand tu passes avec ta voiture parce qu'il veut t'arrêter? En Europe, le policier ne te suit pas. Il n'a pas besoin d'être là. On prend ton numéro d'immatriculation, on te retrouve. C'est tout. Parce que tout le monde est identifié. Tout est tracé, tout est identifié. Donc, le système favorise un certain nombre de décisions que nos systèmes ne... Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la société africaine, la société occidentale. Mais il faut savoir que les sociétés occidentales ne sont pas nées comme ça. Elles étaient comme nos sociétés il y a quelques années. Mais elles sont devenues comme ça à force de travail. Et ce sont des Canadiens qui ont bâti le Canada. Ce n'est pas des Camerounais. Et ce sont des Camerounais qui doivent bâtir le Cameroun. Ce n'est pas des Libanais ou des Chinois. Au moment où on se parle un instant, comment on établit les responsabilités sur ceux
par exemple. Ça, c'est un élément dans lequel la responsabilité politique est très importante. Les politiques jouent un rôle primordial dans le développement d'un pays. C'est eux qui donnent le cap, la vision et les moyens pour aller dans un certain sens. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler des routes en appelant les gens à avoir du civisme pour eux-mêmes. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est l'État qui doit être porteur d'une vision qu'il véhicule plus tard. Ça ruisselle. C'est de la tête que l'on amène les choses vers le bas. Comment on fait quand l'État lui-même croise les doigts et dit allons-y? À ce moment, donc, on commence à faire ce que vous faites. Les gens commencent à se battre à leur propre niveau. Mais ce n'est pas le bon ordre des choses. Ouais, et c'est pour ça que ça non, ne marche pas comme ça. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que chacun à son niveau fait un peu comme il veut. Toi, tu penses que tu dois faire à gauche. Lui, il pense qu'il doit faire à droite. Pourquoi est-ce qu'il va plus écouter ce que toi, tu lui dis que ce qu'il veut faire? C'est à l'État de Et il y a eu l'année dernière une annonce. Et l'État, je suis d'accord, ne joue pas toujours son rôle. L'année dernière, il y a eu une annonce du président du groupement des entreprises du Cameroun, M. Célestin Tawamba, du GICAM. Du GICAM, oui. Oui. Qui se plaignait de la fuite des cerveaux. Oui. Et des jeunes qui sont partis par milliers. 22 000 l'année dernière au Canada. Voilà. Rien qu'au Canada, on n'a pas parlé de la France, de l'Allemagne, des États-Unis. Le Cameroun a été l'année dernière, il faut le dire. Voilà. Numéro 1 à envoyer des gens dans la province du Québec, devant la Chine. 1,4 million. Patricia. Devant, le Cameroun a envoyé plus de personnes au Canada, à Québec, que les Chinois, que les Français, que tout le monde. Ouais. Le Camerounais était numéro 1. Très loin devant les autres pays africains, sénégalais. Bien sûr, parce que ceux qui partent, ce sont... Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que ce sont ceux qui partent qui doivent bâtir le pays. Mais ils sont partis. Donc c'est normal que le président du GICAM se plaigne. Mais c'est pour vous dire combien le mal il est profond, monsieur Philippe Simon. Bien sûr. Mais comment arrêter la saignée? Moi, voilà, c'est ici. Comment on arrête la saignée? Quelqu'un d'intelligent trouvera toujours le moyen d'aller se chercher ailleurs. Donne-lui des conditions et il a envie de rester. Vous pensez que je pense que le problème n'est pas juste le fait que... Pourquoi les gens partent? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce qu'ils ont l'impression que là où ils sont, c'est bouché. Oui. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour améliorer leur quotidien. Je ne pense pas que les gens partent parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Les Camerounais aiment beaucoup leur pays. Les Camerounais sont très chauvins. Partout où vous allez, il y a des rayons de Camerounais. Et beaucoup de Camerounais à l'étranger ne prennent pas d'autres nationalités parce qu'ils veulent garder la nationalité camerounaise. Ils partent par voie sans issue. Voilà, ils partent par désespoir. Oui. Voilà, parce que, voilà. Mais si tu leur donnes sur place, c'est pas la difficulté toujours qui leur fait peur. Il faut juste quitter le sentiment qu'on est dans un système à peu près juste, dans lequel si je me bats, je vais être récompensé. À partir du moment où tu es dans un système dans lequel tu as l'impression que je fasse ou que je ne fasse pas, c'est bouché, je n'irai nulle part, tu as envie d'aller ailleurs. Et on ne peut pas reprocher à un être humain de vouloir chercher son mieux-être. L'homme humain ira toujours là où il pense qu'il va être mieux. C'est faux ça. C'est humain. C'est faux ça. C'est faux. Oui, pendant qu'on y est, et quand on évoque cela, j'aimerais savoir, est-ce que des gens, on évoque notre aspect, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont des bons rapports avec l'argent, d'autres n'ont pas de bons rapports avec l'argent? Ah, là c'est autre chose. Et là on est dans un sujet très, très intéressant. Ouais. Est-ce que tout le monde... Non, je pense que très peu de personnes, je pense même que peut-être que moins de 1% de la population... Mondiale? Non, au Cameroun déjà. Parce que les Camerounais sont encore moins instruits financièrement que dans certains pays occidentaux. Ont un bon rapport à l'argent. Nous avons un très, très mauvais rapport à l'argent. Très, très, très mauvais rapport à l'argent. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'argent ni à quoi ça sert. Beaucoup de gens pensent, monsieur, on va faire un petit sondage. Monsieur, à quoi sert l'argent? Si je peux me permettre. Prendre soin de moi, prendre soin de ma petite famille et offrir le sourire à tout le monde. Très bien, très belle réponse. Madame, que pensez-vous? À quoi sert l'argent? À payer les factures. À payer les factures. Monsieur. À répondre à un besoin, aux besoins qui se aussi naturel. Très bien. Tous les trois, vous avez ce que j'appelle une mentalité pauvre. Ouais. Dans le sens où, madame, je suis très cru. Non, vous savez déjà. Sinon, vous allez fuir. J'ai vu que ma famille dort ma famille. Attends, il faut j'ai dit que vous avez une mentalité. C'est encore plus pauvre ce que tu fais là. Vous avez un mindset de pauvre avec l'argent. Okay. Il existe 3 niveaux de mindset avec l'argent. Le premier mindset, c'est le mindset de pauvre. Et le mindset de pauvre pense que l'argent a pour but d'être dépensé. Quand on gagne de l'argent, il est là pour payer des factures, payer des charges. Voilà pourquoi quand vous cherchez un travail, vous voulez que le salaire qu'on vous donne puisse payer vos factures au moins. C'est le référentiel. Vous vous dites, bon, si on me donne 100 000, je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas payer. C'est pour ça qu'on il faut qu'on me donne, voilà, au moins 300 000, parce qu'avec 300 000, je peux payer. Votre référentiel, ce sont vos charges. C'est un mindset de pauvre. Vous ne vous enrichirez jamais avec ça. Jamais, jamais, jamais. Quand vous prenez au Cameroun et quand vous amenez au Canada, vous ne vous enrichirez pas. Parce que vous allez faire les mêmes calculs. Vous allez vous dire, bon, ok, maintenant au Canada, mon loyer, oui, mais tu seras dans la même mentalité. C'est d'abord une question. En fait, la richesse, c'est 80% de mentalité, 20% de travail. 80%
d'enrichissement viennent de ta tête. C'est pour ça qu'il faut d'abord reprogrammer ton cerveau par rapport à ce que tu penses de l'argent. Deuxième niveau de mentalité avec l'argent, c'est la mentalité des cadres qui pensent que l'argent a pour but de bien vivre. Très bien. Donc, quand on a de l'argent, un bel appartement, il faut un bel appartement. Il faut une voiture. Madame a dit tout à l'heure qu'elle avait une voiture. Je ne sais pas si elle est au niveau où elle devrait avoir une voiture. Si je fais un audit de ses finances, il faut d'abord bâtir dans sa vie un certain nombre de choses avant d'acheter une voiture. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne bâtissent pas ce qu'il faut. Ils sautent tout de suite, ils vont à l'élément de confort de la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, l'argent doit permettre de bien vivre. C'est ce qu'on nous a appris. Exact. Et donc, bien vivre au Cameroun, c'est quoi? C'est vivre à Bonapriso, c'est avoir une voiture. Un appartement, C'est vivre aux hydrocarbures. ainsi de suite. Oui. Vivre aux hydrocarbures, et le week-end pouvoir inviter À des la amis, Cribie, tout ça, prendre un aller à verre. Cribie, ainsi de suite. aller en boîte de nuit. Voilà, aller en boîte de nuit, avoir une copine. C'est ça, avoir c'est tout ça le quotidien. C'est ça qu'on nous a fait croire comme étant la belle vie. Et donc, la mentalité de cadre, c'est quand j'ai de l'argent, je dois pouvoir vivre ce style de vie-là. Et donc, du coup, pour ce La vie que cadre-là, je mérite. voilà, des phrases. Moi, ce sont des phrases de pigeons. Mais Abdoul n'a pas réagi depuis. Tu sens qu'en fait, ça le pénère. Il encaisse. Il se voit dans ce qu'il développe. Monsieur Simon. Monsieur Simon. donc ça, c'est la deuxième mentalité. Et puis la mentalité du riche par rapport à l'argent, c'est que le riche sait à quoi sert l'argent. L'argent a pour but d'être multiplié. C'est le but de l'argent. Multiplier. C'est-à-dire que quand j'ai de l'argent, mon but avec ça, c'est de le multiplier. Ce n'est pas de le dépenser, ce n'est pas de m'offrir des choses avec, c'est de le multiplier. Donc quand j'ai 200 000, mon objectif c'est de multiplier ces 200 000. Qu'est-ce que je fais pour les multiplier? Et les besoins primaires. La priorité c'est... Non. La priorité Donc, c'est je d'abord prends pas la taille 30 comment chez je Madrid. fais pour les multiplier. C'est d'abord la base. D'abord, ok. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'en finance personnelle, la première personne que tu payes, c'est toi, ce n'est pas ton bailleur. Tu dois d'abord te payer. Mais comment tu te payes? Tu te payes parce que tu as établi un système de gestion dans lequel, dans tes 200 000, tu t'es arrangé à vivre pour 100 000. Parce que quand on est pauvre, on doit vivre légèrement. Le paradoxe de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont pauvres, mais ils veulent vivre comme des riches. Quand on est pauvre, on doit avoir un loyer faible. Si on peut, même on ne paye pas de loyer. Moi, j'ai vu beaucoup de gens au Cameroun, plutôt que de continuer de vivre dans leur domicile familial pour mettre de côté et s'enrichir, ils ont rapidement voulu devenir locataires parce qu'ils voulaient montrer à leurs amis qu'ils ont leur appartement. J'ai vu des gens qui, au Cameroun, se sont précipités d'acheter une voiture. Parce que quand tu es cadre chez Orange, quand tu es cadre chez Suite FM, tu ne peux pas venir au travail à Pierre que tes collègues garent la voiture. Exact. J'ai vu des gens qui sont allés dépenser des sommes folles pour acheter certains vêtements de marque, pour pouvoir faire comprendre qu'ils font partie d'un certain club de personnes qui peuvent acheter un certain type de vêtements. Voilà ce qui a appauvri les gens. J'ai vu des gens au Cameroun qui n'ont encore rien construit, mais veulent construire pour leur maman. Parce qu'apparemment, leur maman a tout fait pour eux. Oui. J'ai vu des gens qui, surtout les Bamileke, disons-le, moi-même je suis Bamileke, donc qu'on ne vienne pas me taxer de tout ce qu'on veut. Le même village. Voilà. Ils tireront sur nous. Non, on peut le dire, parce que on connaît notre pays. Ils sont pressés d'aller construire une maison au village. Autant d'absurdités. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Autant d'absurdités. Un homme, c'est sa maison au village. Voilà, autant d'absurdités. Pour rentrer bientôt. On vit dans des contextes dans lesquels donc tout nous pousse à dépenser. C'est vrai. Alors qu'un homme qui veut s'enrichir, c'est un homme qui met la grande partie de son argent dans l'investissement. Vous savez ce qui fait qu'un homme riche vive bien? Ce sont les bénéfices de ses investissements. Ouais. L'argent de son argent qui a travaillé. Voilà. Un riche ne s'amuse pas avec son salaire. Un riche s'amuse avec les bénéfices de ses investissements. Yes. Ça veut dire que, je vais prendre un exemple simple pour que les gens comprennent. Une poule et des œufs. Quand vous avez une poule, Vous ne tuez pas la poule. vous ne tuez pas la poule, vous mangez les œufs. Le problème, c'est que beaucoup de gens tuent leur poule. Quand même. Tu veux manger, n'est-ce pas? Il y a la fête ce week-end. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta poule, tu coupes, tu dis non, dis donc. J'ai les invités qui vont venir, il faut qu'on mange, chacun doit avoir un bon morceau. Le problème, c'est que tu viens de tuer ton enrichissement. Ce que tu devrais faire, c'est plutôt dire pour le moment, je ne peux pas recevoir. C'est simple que Je ça. dois d'abord nourrir la poule. Et on fait comment des gens qui vont dire qu'on est chiche alors qu'on avait la poule à la maison, mais on a reçu bêtement les gens. On fait comment? Les gens qui vont dire Parce qu'on est même en face, c'est qu'on est trop chiche. Une fille comme ça avec tout ce qu'elle a, elle ne pouvait pas mieux nous recevoir. Oui, alors justement, les personnes qui vont dire que tu es chiche aujourd'hui, ce sont les personnes qui vont t'applaudir demain quand tu vas pouvoir réussir. Ah d'accord. Le paradoxe de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent qu'on les applaudisse trop tôt. Tout de suite. Accepter les insultes. Moi, je prends tous les exemples sur moi, sur ma propre vie, pour que ce soit factuel. Quand j'ai terminé mes études, je suis resté dans ma résidence. Mon père m'a donné un conseil qui m'a sauvé la vie.
Il m'a dit, mon fils, tu viens de commencer à travailler, mais garde ton style de vie étudiant pendant au moins 1 an. Je l'ai fait pendant pratiquement 5 ans. C'est-à-dire que je suis resté dans la même petite chambre d'étudiant. À 3 à Paris, parce que quand j'ai fini mes études à 3, je suis venu pour mon stage de fin d'études à Paris. Donc j'ai fini mes études et j'ai commencé à travailler. Dans ma petite chambre que je payais 400 €, tous mes amis cadres, parce que quand on a fini, quand tu es ingénieur, tu es cadre. Même si tu n'encadres personne, tu es cadre quand même. Tous mes amis cadres sont tous allés pour avoir des appartements dans des beaux quartiers qui étaient dignes du standing de cadre. Moi, je suis resté dans ma petite chambre. Et qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Philippe, tu es trop chiche. Philippe, ce n'est pas normal. Libère la chambre là. Tu es en train de prendre la place pour les étudiants. Comment on peut être chiche comme ça? Je suis resté dans ma chambre d'étudiant. J'ai fini par rencontrer plus tard celle qui est devenue mon épouse. Mais quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit que, gars, moi j'habite ici dans cette chambre, hein. Je ne bouge pas. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on va commencer là. Combien de femmes sont prêtes à venir te suivre dans ta petite chambre d'étudiant? J'aime ça. Mais ce n'était pas négociable. À prendre ou à laisser. Si tu n'es pas prête à ça, part. Il n'y a pas les femmes qui manquent. Ça veut dire que tu n'es pas le type de femme avec laquelle je vais aller loin. Non. Donc elle a accepté qu'on reste dans notre petite chambre d'étudiant. Mais qu'est-ce que les amis n'ont pas dit? Philippe, tu te maries, tu restes à la chambre d'étudiant, mon frère. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta tête? Par la suite, on a fait une demande pour avoir un logement social parce que ma femme était encore étudiante, donc on avait un seul revenu. On a eu un logement social, non, un logement à loyer faible. On a déménagé pour ce logement, on avait maintenant une chambre au salon. Mais ce n'est pas des quartiers qui sont luxueux, pas du tout, c'est même des quartiers un peu chauds. Là où il y a les logements sociaux. On a accepté d'aller là-bas. 4e étage, sans ascenseur, HLM. On a vécu dans ce HLM-là, on a eu notre premier enfant. Faut monter, faut descendre. Alors que tous tes copains sont ils ont des belles voitures, ils sont dans les beaux quartiers. Nous, on est dans le HLM, 4 étages, à pied. On monte, on descend. Philippe, ce n'est pas possible. Tu prends l'enfant d'autrui, tu l'amènes dans tes bêtises. Tu prends. Toi-même tout seul, on pourrait comprendre. Mais tu prends l'enfant d'autrui, tu l'amènes dans tes bêtises parce que tu es chiche, parce que tu es ce que tu veux. On a eu notre premier enfant, on s'est demandé est-ce qu'on part ou pas. On s'est dit non, l'enfant, quand il est petit, n'a pas besoin d'espace. Il dort dans un lit. Le lit, là, on peut le mettre dans la chambre ou au salon. Il n'y a pas de problème. On lui a mis sa berceuse. On est resté là. 2 ans plus tard, on a eu notre deuxième. Mais ce qui est drôle, chers amis, c'est que quand on a quitté cet appartement-là, on est parti pour acheter notre maison. Et on l'a acheté cash. Je ne connais personne en Europe qui a acheté une maison cash. Wow. Je n'ai aucun crédit sur notre maison aujourd'hui. Ça fait des années qu'on a cette maison. Elle a continué de prendre de la valeur. Quand je vais à Paris, parce que je vais souvent en France pour mes activités, que la maison soit vide ou pas, ça ne me dérange pas, elle est complètement payée. Aucun crédit dessus. Aucun de mes amis qui, quand on était dans la résidence étudiante, sont partis, ils sont tous dans des crédits de 25 ans aujourd'hui. Donc dans la vie, il faut savoir où tu vas. Je savais où j'allais depuis le début. Il faut dire la vérité, la chance d'avoir une bonne éducation financière plutôt que... Ça aide. Voilà. Ça aide depuis le début. Mais moi, mon éducation financière, je l'ai tenue de mon père parce que mon père était directeur de banque au Cameroun et il a tout perdu. Il a connu la pauvreté comme jamais. Quand mon père était directeur de banque, c'est le plus gentil, il avait tous les amis du monde. Mon père était directeur de banque très jeune. À 26 ans, il était directeur de banque au Cameroun. Mais il a tout perdu. Bien sûr. Il a tout perdu après où mon père a marché à pied. Ça l'a même sauvé parce que tous les amis de mon père sont décédés de problèmes de santé. Aujourd'hui, mon père, il a 77 ans, il a une santé de fer. Il peut marcher Bonabéry-Niala, pas de problème. Avec un directeur de banque. Hein. Il a connu la pauvreté comme jamais. Et de cette phase de pauvreté, mon père a acquis une sagesse de la vie rarement trouvée. Il est d'une sagesse incroyable. J'ai fait quelques interviews avec lui sur ma chaîne. Allez suivre. Ouais. Oui, quelques interviews. Là où il te parle de l'argent, de l'amitié, du choix du conjoint et de tous ces sujets-là. Et donc, dans la vie, on peut apprendre de ses erreurs ou on peut apprendre des erreurs des autres. Bien sûr. On n'est pas obligé de faire tous les mêmes erreurs. Si je vois que tu as fait quelque chose qui n'a pas marché, pourquoi venir te suivre dedans? Et en ce qui concerne l'argent, donc pour revenir à ce que je disais, les gens commettent énormément d'erreurs. En réalité, je vais le dire ici, les gens, le salaire, c'est ta voie de sortie de la pauvreté. Le salaire, c'est ta voie de sortie de la pauvreté. Si tu bousilles ton salaire, tu ne sortiras jamais de la pauvreté. Et que ce salaire-là soit 100 000 ou 1 million, ça ne changera rien du tout. Parce qu'à partir du moment où tu as de mauvaises habitudes financières, crois-moi, il y a toujours une raison de dépenser. Celui qui a 1 million a des problèmes en millions. Celui qui a 100 000 a des problèmes en centaines de milliers. Tout le monde a des problèmes d'argent. Celui qui est milliardaire a des problèmes en milliards. Il y a un aspect que vous avez oublié d'évoquer dans votre développement. Hein. La famille autour de nous, M. Philippe Simon. Mathieu. Je vais vous dire la vérité par rapport à la famille aussi. Merci. Je vais vous dire la vérité à la famille. Si vous voulez vous développer, vous devez apprendre à dire non. Non à tout le monde. Nos familles africaines sont très dangereuses dans ce point. Elle est championne. Non, la famille africaine, la famille africaine sont des grands manipulateurs.
Parce qu'en Afrique, on joue beaucoup sur les émotions des gens. On fait croire aux gens que si tu ne donnes pas, c'est que tu n'aimes pas tes parents. Exact. Et il y a ce paradoxe-là qui dit à quel moment, et maintenant donc, je vais choquer les parents, mais à quel moment on a dit que ce sont les enfants qui doivent aider les parents? Ce sont les parents qui doivent aider les enfants. Non, excusez-moi, non, je vais rebondir un peu. Je vais dire, le parent estime, pour ma part, oui, c'est un investissement. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est la haute sorcellerie. La haute sorcellerie. Cet enfant ne t'a jamais demandé à naître. Ça, c'est la vision esclavagiste. Avant les. Si vous savez d'où vient cette mentalité? Non. Elle vient de l'époque des champs. À l'époque où les parents avaient des enfants comme main-d'œuvre. Parce que, en fait, il faut savoir que le système du salariat, c'est un système qui est très récent. Hein. Avant, les gens travaillaient en famille. J'avais mon champ et ma main-d'œuvre, c'était mes enfants. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on faisait beaucoup d'enfants, pour avoir beaucoup de main-d'œuvre. Mais ce temps-là, il est révolu. On ne travaille plus dans les champs aujourd'hui. Mais les parents africains, pour certains, pas tous, ont gardé cette mentalité médiocre consistant à dire qu'ils font des enfants pour que leurs enfants prennent soin d'eux. Donc c'est un investissement. That's not true. Mais après, comment un enfant peut donc s'enrichir dans la vie si quand il naît, il a déjà le fardeau de devoir prendre ses parents en charge? on rappelle ça tout le temps. Quand il est à l'université, il rappelle. Monsieur le père, Non, c'est mon un père. oui. C'est une prison psychologique dans laquelle on met les enfants. Qui font que, et c'est pour ça que l'Afrique ne se développe pas. Parce que quand on a moi j'ai des salariés. J'ai des salariés qui, dès le premier mois de salaire, tu vois que l'enfant, il est stressé au travail. Qu'est-ce qui se passe? On lui a déjà affecté les charges. Que non, c'est toi qui vas te prendre en charge ça. Oui. Premier mois de salaire. Qu'est-ce qu'on fait de la morale africaine? Mais la morale africaine doit aussi prendre... Vous savez, dans nos cultures, on ne doit pas tout prendre. Vous savez que c'est dans nos crâniens, non? Oui, mais il y a des choses qu'on doit changer. On évolue, non? Est-ce que la manière à laquelle on vit aujourd'hui, c'est la manière à laquelle on vivait avant? Pas du tout. Le rôle des femmes a évolué. Le monde dans lequel on est évolue. On doit se questionner aussi sur certaines choses. Tout ce qu'on fait n'est pas mauvais, mais tout ce qu'on fait n'est pas forcément bien aussi. Okay. Et cette histoire donc des enfants qui... Regarde, l'enfant n'a même pas encore... Mon père prend souvent cette image. Prends un petit oiseau. Si tu prends un petit oiseau, tu lui mets un poids lourd dessus, il ne va jamais décoller. Il ne peut pas décoller. Il va décoller quand? Il ne peut pas décoller. Laissez les enfants décoller. Et quand il a décollé, il peut aider tout le village. Sans problème. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'aideront jamais au niveau là où ils pouvaient aider parce qu'on ne les a jamais laissés décoller. Pourquoi? Parce que quand il a donc fini de mettre de côté sa petite épargne pour pouvoir lancer son projet, on lui dit qu'il y a un deuil. Exact. Exact. La tata, là, elle faisait ça pour toi. Il doit notamment, en France, on demande tous les jours. Hein. Et un jour, de Guissa qui le dit. Ainsi de suite. Donc non, cette mentalité-là, elle appauvrit énormément les jeunes Africains parce que l'Africain n'a jamais le temps d'éclore. Or, comment tu peux donc éclore quand le petit Français qui est à côté de lui... Et c'est ce que j'explique dans mes formations. C'est pour ça que les gens viennent, il faut que les gens viennent se former. Moi, j'ai montré aux gens... Moi, j'ai expliqué aux gens comment est-ce qu'en tant que parent, quand tu as un enfant, tu dois pouvoir laisser à cet enfant au moins 100 millions quand il a 25 ans. Et c'est possible. Il y a des stratégies qui font qu'à 100, à 20... Tu imagines ce que ta vie serait si à 100, à 25 ans, ton père t'avait donné 100 millions. Mais je ne suis pas dans ce micro. Mais non. Donc tu peux la papa. Mais non. Comment je règle ma facture? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu as d'autres perspectives dans la vie. À 100 millions? Madame, si vos parents vous avez laissé 150 millions à 25 ans. Oh là là. Vous ne serez pas là. Quelle fait-tu de comptabilité? Voilà. Elle serait arrive à expert comptable. Et c'est ça donc, et c'est là où les Occidentaux nous dépassent. Ouais. Parce que les Occidentaux font des enfants sur lesquels ils peuvent investir. Nous on fait des enfants. Il faut réduire le nombre. Hein. Bien sûr. Il faut réduire déjà le nombre. Il faut faire les enfants qu'on peut gérer. On nous a dit en Afrique que la richesse était dans l'accouchement. Ça, et ça c'est dans nos têtes. C'est faux. C'est faux. Tu dois faire des enfants que tu peux gérer. En France, ce n'est pas le Cameroun, mais en France, un enfant de 0 à 18 ans coûte à peu près à ses parents 18 millions de francs. Non, qu'est-ce que je raconte 18 millions de francs? Qu'est-ce que je raconte? 180 000 euros. 110 millions de francs. Dès sa naissance jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il soit majeur. 180 000 euros, ça fait combien en France? Tu divises par 655. Jusqu'à ce qu'il soit majeur. Jusqu'à ce qu'il soit majeur. 180 000 euros. Okay. Ça fait à peu près 6,5 millions par an. Ok. Donc ça fait dans les 70 millions et quelques. Ok. Peut-être 80. Ça fait 118 000. 180 000. Voilà, donc ça fait 118 millions. Oui. Bon, on va dire que ça c'est en France. Le niveau de vie est plus élevé. Oui. Mais au Cameroun, un enfant, c'est pour ça qu'un enfant coûte à ses parents minimum 2-3 millions par an. Quand on veut évaluer son division, voilà, divise par 7 alors, ça fait combien? On divise par 7, ça va coûter 16 millions. 16 millions. Donc un enfant va te coûter au moins 16 millions. Et encore, l'enfant là, tu ne vas pas l'envoyer à la Cato. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est un enfant que tu vas envoyer en Guayaquil.
ou alors au plus ici à PK8. Oui, c'est tout. Tu l'envoies dans les petites écoles et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si ton enfant a un potentiel, il ne va jamais développer son potentiel. Il ne va même pas pouvoir partir par Paris. Il ne peut pas. Oh, moi j'ai déjà dit que en tant que parent, son enfant a 14 ans. En tant que parent, lui, c'est l'âge. Parce que plus un enfant grandit, plus il coûte cher. Un enfant, tu vois les mamans s'exciter sur la layette. La layette, ce n'est pas là qu'un enfant coûte cher. Mais plus tous les parents le savent, plus un enfant grandit, plus il te coûte cher. Quand il va arriver à l'université, c'est le top niveau. Ce serait quand même dommage. Et mais Simon, je ne vous comprends pas, mais vous n'êtes au courant que vous avez accouché que quand vous avez 2, 3 enfants dans les universités privées. C'est là. Ouais, il élève encore le niveau, il parle des gâteaux. Toi, privé, c'est 500 000, il faut le dire. Et j'ai dit gâteaux parce que c'est le niveau ici au pays. Mais moi, je pars du principe que quand tu as un enfant, il faut que ton enfant, tu lui donnes la possibilité de développer tout son potentiel. Si ton enfant a le niveau pour aller à Harvard, fais que ton enfant aille à Harvard. C'est ça le rôle du parent. Comment tu fais alors? Harvard, c'est 60 millions par an. Fais que ton enfant aille à Harvard. C'est ça le cadeau que tu donnes à ton enfant. Merci beaucoup. Vous comptez au moins le prix de Smith au Cameroun. Vous êtes venu nous frustrer aussi ce matin. C'est donc pour ça que tu dois réfléchir à 2 fois avant de faire un enfant. Et c'est bien dit. C'est valable pour les messieurs, mais c'est surtout valable pour les dames, parce qu'aucune dame ne tombe enceinte et n'accouche un enfant accidentellement de nos jours. On peut reprocher au papa leur irresponsabilité, mais disons aussi aux mamans que tu as le choix. Tu as le choix de décider qui sera le père de ton enfant. Est-ce qu'il peut s'en occuper normalement? Est-ce qu'il peut s'en occuper normalement? Et malheureusement, aujourd'hui, les gens se servent des enfants, soit comme des moyens de chantage, soit en pensant qu'elles vont retenir un homme avec ça, ce qui est complètement faux. Elles se trouvent avec des enfants qu'elles ne peuvent pas gérer elles-mêmes. Et on a de l'absurdité dans laquelle on a des familles dans lesquelles les parents disent à leurs enfants, fais l'enfant, tu me donnes, je vais le gérer. On a des mamans qui font ça à leurs filles. Fais l'enfant, si tu ne peux pas gérer, tu me le donnes. Quelle bêtise. L'enfant a besoin de ses parents. C'est pour répondre à un besoin. Quel besoin? Le fait d'être grand-mère, le fait d'agrandir la famille. Est-ce qu'on pense à cet enfant? C'est sur cette perception-là. Est-ce qu'on pense à cet enfant? Non, il n'est pas au centre du projet. Voilà, et c'est donc ça le problème déjà. C'est que c'est la maman qui est au centre du projet, ce n'est plus l'enfant. C'est ce qui pose problème. On doit penser l'éducation de ses enfants. Moi, j'ai un plan pour chacun de mes enfants. J'ai 3 garçons. J'ai un plan pour chacun d'entre eux. Non, à la base, vous avez eu un papa qui vous a donné une bonne orientation financière. Éducation. Mon père ne m'a pas donné d'argent. Quand moi je suis né, mon père était broke. Je n'ai jamais connu mon père riche. Moi, j'ai connu mon père qui volait l'électricité à son loulou. On sait tout ce que c'est que son loulou ici. Moi, c'est le père que j'ai connu. Mon père dont on parle qui avait de l'argent, c'était avant ma naissance. Moi, j'ai jamais connu mon père riche. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'est jamais remonté. Donc toute la vie de mon père que j'ai connu, il se battait à gauche, à droite. Mais de là, il a tiré une sagesse qui a été la chose la plus précieuse qu'il nous a partagée. La sagesse de la vie. C'est la plus grosse richesse. Bien sûr, de très loin. C'est cette richesse qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui. Et par contre, moi, je suis sûr que je travaille pour que, après moi, il n'y ait plus jamais de pauvreté dans ma famille. Plus jamais. Moi, je veux laisser à chacun de mes enfants plusieurs immeubles. Je veux laisser à chacun de mes enfants un patrimoine en millions d'euros. Et j'ai mis une stratégie qui fait que pour chacun de mes enfants, à 30 ans, ils doivent être milliardaires. Est-ce que ça ne va pas les abrutir? Je ne serai pas votre enfant par hasard? Non, ce n'est pas possible. Non, est-ce que ça va pas abrutir ces enfants? Non, pas du tout. Parce que c'est une question d'éducation. On est à 43. L'argent est un serviteur, ce n'est pas un maître. Il nous faut au moins 2 jours pour parler de tout ça. C'est fou. Non, je t'assure. Non, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. On ne peut pas. Il le sait de loin. On ne peut pas. On n'a même pas abordé un sujet à fond, mais c'est difficile parce que l'éducation financière, c'est le sujet. Ça va pas 14 ans. Lui, les vrais problèmes arrivent. J'espère qu'il est préparé. Ou même. Sinon, et ça arrive aux absurdités dans lesquelles les mamans commencent à envoyer leurs filles à la prostitution. Quand une fille vient voir ses parents et qu'elle demande à ses parents, maman, j'ai besoin de serviettes, on lui dit que je n'ai pas, va te débrouiller. Qu'est-ce qu'on vient de lui dire? C'est très bien dit. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis à ta fille, va te débrouiller? Va chercher l'argent chez les hommes. Je connais une à qui, en fait, on laissait. Quand son père laissait l'argent de baigner, on divise sans lui donner une part. Et quand elle dit, mais pourquoi ma petite soeur en a eu et moi pas été? Parce que toi, tu es déjà grande. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on te dit? Toi, tu as déjà un âge là où tu peux trouver l'argent par toi-même. Et ça veut dire quoi? Parce que prenons même notre cas de figure. Quand une maman voit que sa fille lui ramène de l'argent, elle voit que sa fille a changé. Sa fille ne travaille pas. Tu prends l'argent. Continue de prendre.
Bon, alors, je disais tout à l'heure que ce qui se voulait n'être qu'un préambule avant d'entrer dans le même pas encore. sujet qui vous emmène. C'est éternisé, Camille, si tu permets. Il est 11h45 carrément. Oui, déjà. Je ne suis pas dedans, mais j'ai ma question. Donc, alors, avec vous, il se prépare le Forum d'Afrique centrale sur le thème le Cameroun, terre d'opportunités, comment réussir ici. Oui. Donc, avec tout ce qu'on s'est déjà dit, je crois qu'on va quand même aller, même si un peu au pas de course, rester sur ce thème-là, avec quelques questions déjà. Premièrement, moi je crois qu'on a fait le préambule. Hein. Bon, pour le concept déjà, comment le comprendre? Le concept Rise Africa, c'est un concept qui consiste à dire aux Africains, on peut réussir ici. Je n'ai rien contre le voyage, mais il est important que les jeunes réalisent que c'est possible ici. On peut réussir dans l'entrepreneuriat ici au Cameroun, même avec très peu de budget. Et j'ai beaucoup d'exemples déjà dans ce niveau-là. Justement, c'est la question qui suit les clés de la réussite au Cameroun. Que va-t-on apprendre concrètement pour réussir au Cameroun? Il n'y a rien de mieux que de laisser parler des exemples. Moi, j'invite à cet événement des gens comme Philippe Tagneux, qui est le PDG de Dove, qui a réussi depuis le Cameroun sans rien. Il a un niveau BEPC. Philippe Tagneux, Dove, à Yaoundé. Et voilà, monsieur qui est devenu multimilliardaire, alors que, comme il le dit lui-même, il est sorti dans la rue parce qu'il avait faim. C'est tout, c'est la famine qui l'a mené dans la rue. Aujourd'hui, il est multimilliardaire au Cameroun. J'ai vu des gens comme Naomi Mbakam qui a lancé Lilou Baby Food, qui est une entreprise qui permet d'avoir de la nourriture infantile. Elle a commencé avec 1500 francs. J'étais encore avec Ellie en disant, mais ton histoire de 1500 francs, les Camerounais n'y croient pas. Elle dit, pourtant, c'est vrai, elle a raconté son histoire. Avec 1500 francs, juste son entreprise pèse des dizaines de millions de francs CFA tous les mois. Mais elle a commencé avec 1500 Réfléchissez des pourtant, nous, on a 1500 francs x 10, x 100. Mais quand tu as tes 1500 francs, tu vas faire la manicure. Oui, pourquoi? Parce que mes doigts sont pas beaux. Voilà. Donc, garde dans la beauté de tes ongles. Nous, on préfère mettre ça dans le business. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En réalité, vous allez vous rendre compte que les gens qui ne s'enrichissent pas, ce sont des gens qui font de mauvais choix avec l'argent. Parce qu'ils pensent que l'argent a pour but d'être dépensé. Oh, le premier mai, à quel moment on m'a présenté la mèche du 1er mai. Pardon? À quel moment on se fait plaisir? Quand on est pauvre, on ne pense pas au plaisir. Tu te fais plaisir pourquoi? Tu as accompli quoi? Parce que c'est ce que les gens doivent comprendre. Le plaisir doit être la récompense de quelque chose. On se fait plaisir pour se récompenser. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une bonne journée, j'ai fait 30 millions de francs CFA, je vais me faire plaisir. Je récompense mon effort et mon résultat. Le pauvre se récompense de quoi? Il doit avoir un focus. Il doit avoir un focus dans la vie qui est de dire que il y a un propos qu'on connaît tous de 50 Cent. Get rich or die trying. Trying, yes. Je ne m'arrête pas. Tu te réjouis de quoi? Tu as accompli quoi? Ah non. On a dit samedi. Vas-y. Justement, on va prendre après. Si j'ai quand même les 1500 en question pour ne dire que ça. Attendez, je vais vous demander quels sont les... je veux dire, comment garantir, en fait, comment est-ce que vous garantissez que les conseils donnés seront applicables à, mais à la garantie, c'est que les gens qui viennent en parler l'ont fait. Il n'y a pas meilleure garantie que les résultats. Quand Naomi Mbakam va vous montrer ses produits qui sont dans tous les centres aujourd'hui de distribution au Cameroun, et qu'elle vous explique comment elle y est parvenue, parce que elle a commencé avec 1500 francs, mais ce n'est pas 1500 francs qu'elle bâtit ce qu'elle a bâti aujourd'hui. À un moment donné, dans son parcours, elle a multiplié. 1500 est devenu 3000, après c'est devenu 5000, après c'est devenu 20 000, ainsi de suite, 100 000, 200 000, 1 million. Mais elle s'est rendue compte qu'elle était bloquée. Pour aller plus vite, elle a fait ce qu'on appelle une levée de fonds. Pour dire, ok les gars, voilà ce que moi je fais déjà à mon niveau. J'ai commencé avec 1500, maintenant je suis déjà peut-être à 600, 700 000. Si vous croyez en moi, investissez sur mon projet. J'ai besoin de 35 millions. En quelques jours, elle a eu 43 millions. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. L'argent, ce n'est jamais le problème. En entrepreneuriat, si quelqu'un pense que c'est l'argent qui lui manque, sachez qu'il ne sait pas faire l'entrepreneuriat. Alors, M. Simon, Orange Cameroun est au cœur de cette dynamique. Pourquoi cet engagement sur la thématique de... Parce que Orange a à cœur de soutenir les jeunes dans leur développement, dans leur épanouissement. Et ils ont pris d'un très bon œil. Cet événement n'est pas possible sans Orange. Parce que la billetterie, par exemple, commence à 10 000 francs. Or, l'événement coûte très cher à organiser. C'est parce qu'on a un gros sponsor comme Orange qu'on a pu baisser la billetterie jusqu'au prix de 10 000 francs. Et donc, Orange rend ça possible pour les jeunes Camerounais de pouvoir avoir un tel événement. J'ai l'habitude de faire mes événements aux États-Unis, au Canada, en France. Mais le ticket d'entrée, c'est 300 000, 200 000. Tous vos événements. Pour les mêmes types de choses que l'on va apprendre ici. Donc, quand on vient pour faire ça à 10 000 francs, les gens doivent courir parce que c'est une opportunité incroyable. Ok. Alors, quelles sont les modalités pratiques? On rappelle que ça se passe le 16 juin. Comment faire? 16 mai au Palais des Sports de Yaoundé. Donc, il faut aller prendre son ticket sur l'application Maxit.
assez rapidement. Les billets sont disponibles sur Maxi, donc il faut prendre ces tickets rapidement. Vous qui êtes dans la diaspora aussi, parce qu'on est suivi un peu partout, investissez sur vos frères au pays. Arrêtez de leur envoyer des iPhones. Prenez des tickets. Moi, j'ai des gens qui sont en Allemagne, ailleurs. Moi, j'ai une amie qui a pris 10 tickets pour sa famille aujourd'hui, ce matin. Elle m'a dit, je prends un ticket, j'envoie tous mes neveux. Camille, tu me prends un ticket et je te dis pourquoi. Récemment, il m'a demandé pourquoi je suis encore au 14 alors qu'on est déjà au 17. Comment j'utilise encore le 14? Voilà le genre de questions que mon ami me pose. Moi, je n'ai que ça. Ça appelle toujours. Il y a des questions qui poussent à la dépense. C'est mon collègue comme ça. Non. Mais c'est bien de savoir dire non. Et je suis encore à ça. Non, il y a des gens qui veulent. Mathieu, ta question arrive, mais on prend 6 92 95 25 80. Je veux comprendre le contexte que j'ai 92 95 25 80. Rapidement, hein. 6 92 95 25 80. Pose ta question. Le temps qu'ils arrivent. Pardon. Monsieur Simon, comment, avec tout ce qu'on a comme manquement, avec tout ce qu'on a comme potentiel au Cameroun, et malheureusement avec une jeunesse qui a décidé de partir, parce que malheureusement, il n'y a plus rien à proposer au Cameroun. Je ne vous accuse pas, j'accuse pas les dirigeants, même si c'est à demi-mot. Comment éviter d'avoir pour seule issue le départ? Comment retourner c'est une bonne choix question. Irréversible C'est une bonne question. Qui est de partir. C'est une bonne Et à question. tout prix. Et c'est pour ça que je pense qu'un événement comme Rise Africa qu'on organise est très important. Allô? Parce qu'il est important que les jeunes écoutent des success stories locales, qu'ils apprennent le cheminement de ces gens-là et qu'ils se rendent compte que c'est possible. Parce qu'en fait, en réalité, pourquoi est-ce qu'on veut tous aller à l'étranger? Parce qu'on pense qu'à l'étranger, c'est possible là-bas. Oui. Et donc, il faudrait que les gens sachent aussi que, tu sais quoi, tu peux aller à l'étranger si tu veux, mais sache que même en restant ici, c'est possible aussi. Mais on a allô, il y a quelqu'un en ligne. Allô? Déjà. Oui, il y a des difficultés. Bonjour. Oui, le Il y a quelqu'un en système. ligne, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Simon. Comment vous appelez? Allô? Je me nomme Stéphane Bofia. Oh, Stéphane Bofia. Bonsoir Stéphane. Oui. Vous êtes avec monsieur? Bonjour. Bonjour. Monsieur Philippe. Bonjour. Je tiens déjà à vous tirer un petit coup de chapeau parce que j'apprécie beaucoup la dynamique que vous essayez de créer chez nous les jeunes. Merci. Mais j'appelais parce que j'ai un problème avec vous. Je ne sais pas si un jour, vous pouvez par exemple faire un contenu pour essayer de répondre à la question que je vais poser. Ok, allez-y, posez la Est-ce question. que M. Philippe a connu des échecs? Et si oui, pourquoi vous ne nous parlez pas de vos échecs? Je pense que quand on vous écoute, on a l'impression que tout s'est très bien passé pour vous. Et parfois, on peut se dire que c'est trop simple dans ces conditions-là. Pour le reste, tout ce que vous partagez, je suis totalement d'accord. Moi-même, je les applique parfaitement dans ma vie. Mais j'aimerais parfois connaître les échecs que M. Philippe a connus dans sa vie. Pour encourager les autres dans ça. Très bien. Alors, cher ami, je parle énormément de mes échecs sur Internet. Le problème, c'est que je publie beaucoup de vidéos et certaines personnes passent à côté de certaines vidéos et ne voient pas. Mais à un moment donné, on m'appelait même l'entrepreneur le plus volé d'Internet. Il n'y a pas quelqu'un qui, comme moi, partage sur ses échecs, sur les vols au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il n'y a pas quelqu'un qui, comme moi, partage sur les arnaques qu'on lui a faites. Qui partage sur ses échecs. Je partage beaucoup sur mes échecs. Le problème, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui, quand il échoue, s'arrête là-dessus. Donc, je ne vais pas être quelqu'un qui va te parler de mon échec matin, midi, soir, comme certaines personnes le font. J'ai échoué à gauche, j'ai échoué à droite, je retourne l'échec, comme si je veux attirer de la sympathie ou de la pitié. Non, ça fait partie du parcours. J'ai échoué, on m'a volé, j'ai tiré la leçon, je me relève, je continue. C'est ma dynamique, même quand je parle de mes échecs. Mais je parle constamment de mes échecs. Constamment. Mais je ne peux pas faire... Et puis, c'est important que vous compreniez bien quelque chose de très intéressant aussi par rapport à la psychologie humaine. Et je vais donner un exemple qui va vous permettre à tous de comprendre facilement. Monsieur a un enfant, au moins un. Moi, j'en ai 3. Madame, vous avez des enfants? Oui, un aussi, un. Un enfant, 6 ans. Ok. Lui, 14. Alors, 14 ans, ok, très bien. Quand on veut avoir un enfant, tout le monde ici, tout le monde, monsieur a 3 enfants, comme moi, on est dans la team des 3. Yes. Quand on veut avoir un enfant, vous pensez que les parents ne savent pas que l'enfant là peut venir au monde en étant malade? Vous voyez que les parents ne savent pas que cet enfant peut même mourir mort-né? Qu'est-ce qu'on fait de la grâce de Dieu? Est-ce que vous pensez, justement, non, avant la grâce, est-ce qu'un enfant, est-ce que vous pensez que le parent ne sait pas que l'enfant là peut naître même, et à 3 ans il meurt, à 6 ans il a un accident? Tous ces scénarios sont possibles. Mais pourquoi malgré ça, on veut quand même avoir des enfants? Parce qu'on n'est pas focalisé sur les raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher. Ouais. On est focalisé sur la joie, le bonheur que ces enfants vont nous apporter. On le veut. À quel point on veut ces enfants et on le fait. En réalité, tout est une question de perspective dans la vie. Si dans la vie, vous vous arrêtez toujours sur les raisons pour lesquelles on peut échouer quelque chose, vous n'allez jamais rien faire de votre vie.
Parce qu'en réalité, vous auriez pu être bousculé ce matin par une voiture et mourir. Vous auriez pu ne même pas arriver ici ce matin à ce studio. Mais quand vous vous êtes levé ce matin, vous avez pensé à votre programme. Ah, je veux voir M. Simon. Ah, je veux voir tel collègue. C'est une très belle journée qui s'annonce. J'y vais. Ce qui porte l'homme à l'action, c'est l'enthousiasme et le positivisme. Voilà pourquoi, même quand... Il y a une célèbre phrase je crois que c'est Keynes qui disait qu'ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Yes. Non. Super. Non, mais si ça va, non, on va partir. C'est comme ça, hein. Justement, c'est pourquoi j'allais demander. C'est un problème parce qu'il y a des auditeurs qui se plaignent qu'ils n'ont pas appelé. Ils se plaignent que. Moi, là, j'ai fait 1 heure aujourd'hui. Non, c'est pas. Non, mais pas. La dernière fois, on a fait 20 mais c'était grave, les auditeurs. Allez, on rappelle le rendez-vous du 16. 16 mai au Palais des Sports. Prenez des places et venez pour qu'on parle de business, les amis. Arrêtons. Pourquoi j'ai voulu faire ça au Palais des Sports aussi? Parce que les lieux sont symboliques. Le Palais des Sports est réputé pour accueillir 2 types d'événements. Les prières, les pasteurs qui viennent pour faire les prières, et les concerts. Il est important que les Africains se réunissent pour parler de leur avenir et de parler d'entrepreneuriat et de parler de business. Ouais. Si on veut développer ce pays, on doit devenir un pays de business. Et ça s'apprend. Le business s'apprend. Venez apprendre auprès des gens qui ont réussi. Parce que en réalité, on apprend à réussir auprès des gens qui ont réussi et on apprend à échouer auprès des gens qui ont échoué. Alors on rentre le DGDA. Non, mais c'est pas terminé. C'est pas que c'est terminé. On va se reparler. Entre eux qui ont réussi, c'est ça. Pardon? On a terminé l'émission, le journal. On se reparlera. Le journal est déjà là. Je pense qu'on trouvera le moyen de revenir chez Suite FM avant l'événement. Le 16 mai. Avant c'est Carla. Tant mieux parce que vous avez déboussé les mains. Merci beaucoup. Est-ce que vous repartez quand même d'ici avec le sentiment qu'on a appris quelque chose? Beaucoup. Vous voulez que je Merci beaucoup. Je suis choqué. Dans le bon sens. À demain 10h, Abdoul. Merci beaucoup. Merci. Money.